J'ai intitulé cette présentation «Déconstruire avant de rêver». Évidemment, je vais préciser tout au long de la présentation ce que j'entends par déconstruire, avec la question de l'imaginaire de la durabilité dans la science-fiction. Parce que justement, la question qu'on m'a posée, c'était plutôt comment est-ce que la science-fiction imagine du monde futur ou un monde futur dans lequel on aurait résolu quelque part les questions qui sont aujourd'hui au cœur du débat social, en particulier les questions de la durabilité. Autrement dit, dans notre imaginaire de la science-fiction, on va retrouver des choses comme ça. Vous voyez, alors j'ai pris quelques images un peu. Voilà. Alors, on imagine des villes où on a redonné de l'importance à la nature, avec une architecture alors, qui reste assez verticale, mais qui semble être complètement hybridée avec le végétal. On a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de voitures, qu'il y a des zones piétonnes, comme on peut le voir ici, qu'il y a une présence de l'eau, et puis que même les moyens de transport, qui semblent être davantage des moyens de transport collectifs, sont hybridés avec une esthétique naturelle. On voit ce genre de choses aussi. Voilà. Bon, il faut quand même toujours des ponts, mais ces ponts prennent une forme, alors évidemment séduisante, d'une certaine manière, parce qu'ils laissent une place conséquente, c'est du moins ce qu'on voit en premier, à la nature, comme si l'homme avait disparu ou était devenu à sa juste mesure, hein, donc tout petit, dans ces immenses, dans cet immense décor de films de science-fiction. Vous remarquerez néanmoins que dans ces deux représentations, un des éléments qui reste très lié à notre actualité, c'est l'importance technologique. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des représentations du futur qui sont, d'une part technologiques, mais même plus excessivement technologiques, hein. On voit des espèces de ventilateurs géants là, ici. Voilà, on se demande un peu à quoi ils servent, à part peut-être à aérer les plantes, mais y a-t-il besoin de le faire? On ne sait pas très bien, mais on va en tout cas hyper technologiser le futur, alors que dans une partie des discours de la durabilité aujourd'hui, la question justement de l'hyper-technologisation et plutôt du mode de production des technologies pose problème, pose question, hein. Euh, 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 on va retrouver d'autres représentations. Voilà, j'ai pris une représentation d'artiste qui est faite par un artiste belge, qui est un architecte artiste qui s'appelle Lux Koyton, qui a développé tout un concept artistique qui s'appelle les villes végétales, où, depuis pas mal d'années maintenant, où on retrouve justement à la fois une architecture inspirée du végétal et en même temps une intégration du végétal dans la vie de tous les jours. Alors ça, c'est les représentations qu'on imagine que la science-fiction euh, développe dans ses récits. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'elle la développe, cet imaginaire, elle le développe essentiellement dans l'iconographie. Ici, je vous ai montré trois images qui peuvent faire rêver à un monde enfin débarrassé de la pollution, du trafic et de l'absence ou de la densité, disons, du béton pour redonner sa place à la nature. Vous remarquez quand même que les arbres continuent à être très, très bien et rationnellement organisés sur l'espace. Une nature qui est à la fois maîtrisée dans cette organisation, mais en même temps qui prend une place beaucoup plus importante puisqu'elle s'hybride également avec l'architecture. Sauf que lorsqu'on connaît un peu la science-fiction, alors cette fois-ci narrative, c'est-à-dire les récits de science-fiction, à part quelques rares exceptions, l'image du futur qu'on a, c'est plutôt ça, hein. C'est plutôt que lorsque la nature reprend le dessus, c'est pas tellement en fait pour donner des mondes magnifiques, mais avant tout pour montrer que le monde tel qu'on le connaît a disparu ou est en tout cas en déliquescence, voire en destruction avancée, et que c'est parce que l'être humain euh, euh, n'a plus prise sur ce monde-là que la nature reprend ses droits. Comme s'il y avait une sorte d'antagonisme. Plus il y a de présence humaine autour de nous, et moins la nature a ses droits, moins il y a de présence humaine, plus la nature reprend, mais alors évidemment sans qu'il y ait une intention là derrière, ses droits. Comme si l'être humain était une sorte de virus anti-nature, comme ça. Et c'est plutôt ce genre de représentation qu'on aura dans les textes littéraires ou dans les films même de science-fiction dès qu'il est question de durabilité et du futur. Alors on peut se dire évidemment que la science-fiction est une littérature noire ou pessimiste ou qui serait même peut-être conservatrice quelque part en étant technophobe, comme si écrire de la science-fiction voulait dire qu'on était nécessairement un peu contre la technologie ou qu'on avait l'impression que la technologie pouvait amener ou continuer à amener pas mal de problèmes. Et le but de la réflexion que je vais mener avec vous aujourd'hui, c'est de déconstruire à la fois cette image
d'un futur rêvé, alors qui est très consolant, hein. C'est consolateur de se dire que nos enfants ou nos petits-enfants vivront dans les premières images que j'ai pu vous montrer. Je veux aussi déconstruire la notion selon laquelle la science-fiction serait désespérante en nous montrant le monde dans lequel nos enfants et nos petits-enfants essayeront de survivre. Euh, et pour ce faire, je vais un peu réfléchir avec vous sur la notion de fiction et j'espère que malgré le fait que la plupart des gens qui sont avec nous ce soir ne sont pas nécessairement des gens qui évoluent dans le monde de la littérature, mais si j'ai bien compris en tout cas le type de public de la SIA, plutôt des architectes, des ingénieurs, hein. Euh, euh, et je vais essayer peut-être de développer une réflexion sur une certaine utilité. Bizarrement, c'est assez étrange d'utiliser ce terme, mais une certaine utilité de la fiction, non pas pour construire un monde ni de rêve, ni de cauchemar, mais peut-être pour réfléchir un peu différemment à ce que l'on éprouve et ce que l'on vit aujourd'hui. J'aimerais commencer par citer, évidemment rapidement, je ne vais pas vous faire le cours académique de base, un article qui est sorti dans la revue Horizon, hein, qui est cette revue du FNS, numéro d'Horizon, qui est le numéro 108 de 2016. Et dans ce numéro, vous voyez qu'en bas à droite, il y a une sorte de petite accroche qui dit leçon de fin du monde. Il y a un article publié par Suzanne Leuenberger qui s'intitule La fin du monde et ses vertus. Et bien sûr, quand elle parle de la fin du monde, elle ne parle pas de la fin du monde réel, mais elle parle de la fin du monde telle qu'elle est représentée dans les récits de science-fiction, qu'ils soient filmiques ou littéraires, bien que l'article s'appuie un peu plus sur les films que sur la littérature. Au cours de cet article, elle amène quelques éléments qui me paraissaient importants à discuter avant de commencer sur le rôle de la fiction par rapport ou en lien avec les questions de durabilité. Hein. Alors, première chose, j'ai sorti 3 articulations de l'argumentaire. La première, elle dit les films post-apocalyptiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les films post-apocalyptiques sont les films qui représentent une terre dévastée et surtout des survivants qui cherchent, tant bien que mal et avec plus ou moins de succès, à trouver leur chemin dans ce monde dévasté. Donc, le premier argument qu'elle avance, c'est que les films post-apocalyptiques ont un impact sur les spectateurs et leurs croyances. Ça me paraît assez intéressant de rappeler ça, à quel point l'être humain, dans ses croyances, n'est pas uniquement, voire essentiellement en lien avec ses connaissances ou son savoir, mais avant tout avec ses croyances, c'est-à-dire avec un rapport un peu émotionnel aux représentations. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on comprend cette phrase qui avait été faite par le philosophe Jean-Pierre Dupuy, qui avait écrit un petit ouvrage il y a une vingtaine d'années qui s'appelait, ou une quinzaine d'années, qui s'appelait Pour un catastrophisme éclairé, et qui disait la fin du monde, on sait qu'elle va arriver, mais on n'y croit pas. Hein, cette opposition entre le savoir et le croire me paraît essentielle et je trouve qu'elle est rarement au cœur du débat climatique parce qu'aujourd'hui, il devient difficile de se dire qu'on ne sait pas que notre action et nos comportements ont un impact sérieux et sincère sur l'environnement. On le sait et on continue à avoir des gens qui veulent nous le démontrer scientifiquement alors qu'on le sait. Par contre, je pense que cette question de est-ce qu'on y croit vraiment est une question beaucoup plus intéressante. Parce que je ne suis pas convaincu que la réponse à cette question, c'est oui, on y croit. Donc, premier argument de Madame Leuenberger, les films de fiction, outre leur côté divertissant éventuel, peuvent nous amener à sensibiliser nos croyances à la question climatique. Deuxième point de son argumentaire, mais je ne vais pas m'y attarder, pourquoi ils arrivent à toucher nos croyances? Parce que le monde de la fiction, qui est une simulation, qu'elle soit littéraire ou filmique, ce monde est rendu perceptible au niveau sensoriel. Autrement dit, ça s'appuie, alors bon, il faut toujours mettre de l'anglais aujourd'hui pour faire bien, hein, l'embodied cognition, mais à la base, ça s'appuie sur les effets d'un phénomène que nous avons toutes et tous déjà expérimenté qui s'appelle l'immersion fictionnelle. Lorsque je suis dans une fiction, alors je suis immergé dans cette fiction. Et vous avez déjà tous fait cette expérience au moment où les cinémas étaient encore ouverts, d'avoir quelqu'un qui mange du pop-corn derrière vous, ça vous agace. Alors que quand vous mangez vous-même des pop-corn au cinéma, ça ne vous agace pas. Et vous ne vous dites pas que ça peut agacer les gens devant vous.
Cette idée qu'on est immergé dans une simulation pendant un temps, c'est aussi que dans cette simulation, elle est devenue quasi perceptible. Hein, et cette perceptibilité du monde de la fiction va nous amener à éprouver des émotions. On a tous déjà pleuré devant un film, ri, eu peur, et ces émotions sont des émotions réelles. Hein, on s'auto, on n'est pas dans une sorte de jeu avec nous-mêmes, hein, quelque part. Dans l'immersion, l'émotion éprouvée, elle est sincère, elle est sérieuse. On a vraiment pleuré. Hein. Et quiconque s'est aventuré et essaie de raconter des histoires de fiction autour de lui, à part si parmi vous certains écrivent de la fiction, se rend compte que la plupart des histoires que l'être humain lambda, tel que moi, racontons, ne provoquent strictement aucune émotion autour d'eux. Ce n'est pas si simple de provoquer de l'émotion, de faire peur, de faire rire, de faire pleurer. Ce n'est pas si simple, et en particulier avec une simulation. Et puis, l'argumentaire de Mme Leuenberger s'arrête avec cette citation où, hein, le fait d'être exposé à des scénarios catastrophes, donc des films post-apocalyptiques, dans la réalité ou dans la fiction, mais elle parle bien de scénario, c'est-à-dire de narration, représente finalement plus qu'un simple divertissement. La question, c'est en quoi sont-ils autre chose que des divertissements, hein, ces scénarios catastrophes? Et c'est à ça que je m'attelais. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui à ce que ces films catastrophes post-apocalyptiques ou ces récits, en quoi ils sont autre chose que du divertissement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener au niveau de nos émotions, de nos croyances, et en quoi est-ce qu'ils peuvent peut-être nous conduire à rêver le futur autrement que comme on le fait depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est-à-dire avec une efficacité pragmatique proche de zéro. Du moins, en tout cas, au niveau de la durabilité. Je vais faire une petite parenthèse, parce que je crois que l'habitude me fait dire que dès que je parle de science-fiction, je ne suis pas toujours sûr qu'on entend la même chose. Alors, j'ai fait ce petit schéma très simple. La science-fiction, elle met en place des thèmes que vous connaissez, où il y a des robots, des cyborgs, des intelligences artificielles, des catastrophes climatiques, nucléaires, et j'en passe. Et ces thèmes ont la propriété très particulière, mais c'est aussi le cas pour d'autres types de littérature, d'être proches, similaires, ou d'entrer en résonance avec des robots, des cyborgs, des IA et des catastrophes dans le monde réel. C'est sûrement pour cette raison qu'on a l'impression que la science-fiction nous parle du futur. Elle nous dit, demain, il y aura plus de robots, ou il y aura plus de cyborgs, ou il y aura des IA partout, ou il y aura une fin du monde. Comme si on la lisait à l'aune en fait, de nos connaissances, de notre savoir scientifique. Et bizarrement, on oublie complètement ce qu'on ne ferait jamais avec d'autres types de récits, que c'est de la fiction. Lorsque j'oublie qu'une fiction est une fiction, on connaît deux figures importantes de la littérature qui nous montrent ce qui arrive à l'être humain lorsqu'il oublie qu'une fiction est une fiction. Vous avez Don Quichotte, qui, à force d'avoir lu des romans d'aventure, voit des géants à la place des moulins et sombre, je vous le rappelle quand même, dans la folie. Et puis, vous avez Madame Bovary, qui, à force d'avoir lu des romans d'amour après un mariage relativement moyen, et c'est un euphémisme, se fait avoir à peu près par tous les hommes qu'elle rencontre et se suicide. Autrement dit, se méprendre sur le statut d'une fiction ou imaginer que la fiction va se réaliser dans le monde réel est au mieux une cause de folie, au pire de mort, en tout cas intellectuelle. Donc on va essayer de garder la fiction à distance du réel. C'est peut-être frustrant, mais la fiction ne nous dit jamais, ne nous parle jamais du réel. Elle nous parle d'une manière de nous rapporter au réel, ou de comprendre le réel, ou de rendre le réel intelligible. Autrement dit, le robot, parce que c'est plus simple de faire ça, le robot de la science-fiction ne nous parle pas du robot des ingénieurs. Et il suffit de voir le film Metropolis pour s'en rendre compte. Le robot nous parle d'autre chose. Et ce dont il nous parle, et c'est pour ça que vous avez ce mot un peu barbare qui nous rappelle sûrement certains vieux souvenirs d'école, elle nous parle des robots comme des métaphores. Et je vous rappelle que la métaphore, c'est non pas une image pour faire joli et garnir nos lettres d'amour, chose que je faisais avec plus ou moins de talent
mais avec peu d'efficacité lorsque j'étais adolescent, c'est qu'en rajoutant des métaphores dans mes lettres d'amour, j'avais l'impression que j'arriverais à quelque chose. Bon, c'était un échec. Mais il s'avère que la métaphore a une autre propriété beaucoup plus intéressante, mais qu'on n'apprend souvent pas au gymnase ou dans le collège, c'est qu'elle nous permet de décrire autrement la condition humaine. C'est une image qui nous permet de mettre en lien un sujet, l'être humain par exemple, et ce qu'on appelle un prédicat, donc un qualificatif, alors que ces deux choses ne vont pas ensemble. Je vous donne un exemple. Si je vous dis « l'homme est un loup pour l'homme », qui est une métaphore, normalement, personne d'adulte va me dire non, l'homme n'est pas un loup. L'homme est un homme et le loup est un loup. Pourquoi? Parce qu'on va tous comprendre que cette métaphore va sélectionner dans la figure du loup un certain nombre de propriétés et qu'elle va projeter ces propriétés sur les comportements humains. Et on comprend tous que l'homme est un loup pour l'homme a un ensemble de significations qui sont plutôt, en l'occurrence, péjoratives, sur la question que l'homme, son avidité, sa manière de se rapporter à autrui, d'utiliser autrui, etc. Si vous dites à votre collègue de travail qu'elle a ou qu'il a une langue de vipère, la personne ne va pas vous regarder avec un air étonné en disant « non, je n'ai pas une langue de vipère ». Cette personne va très vite comprendre que dans la langue de vipère, il y a un ensemble de propriétés, on parle de sème, il y a un ensemble de propriétés qui va être projeté sur la personne. Donc, c'est ce que fait la métaphore. Elle va utiliser une image pour projeter certaines propriétés de cette image sur l'être humain. Et d'un coup, tout c'est clair. Le robot de la science-fiction n'est pas le robot de l'ingénieur. Ce n'est pas pour rien que dans la science-fiction, la plupart des robots sont anthropomorphes. Déjà qu'on a de la peine à supporter nos épouses et nos époux, qu'on a de la peine à supporter épouses, époux, plus enfants. Vous voulez vraiment rajouter un robot anthropomorphe chez vous qui prend une place redoutable, histoire de vraiment vous sentir masochiste comme ça. Il faudrait être complètement taré pour prendre un robot anthropomorphe chez lui. Déjà qu'il y a assez de stimulation et qu'on ne sait pas s'en occuper. On ne sait déjà pas s'occuper de nos conjoints, de nos enfants. Vous voulez rajouter un robot qui s'occupe de votre truc? Personne ne ferait ça. Par contre, dans la science-fiction, tout le monde fait ça. Mais alors, c'est incompréhensible si on prend le robot au sens littéral. Ça devient intéressant si on se dit « et si le robot était une métaphore ?» C'est-à-dire que si le robot, c'était « l'homme est un loup, pardon, l'homme est un robot », quelles sont les propriétés du robot qui sont projetées sur l'homme? Et ce n'est pas pour rien que la figure du robot est souvent utilisée pour les travailleurs. Ils accomplissent leur programme sans crier gare. Ce n'est pas pour rien que les robots sont souvent projetés sur des robots féminins. Elles doivent accomplir leur programme pour la jante masculine. Et donc, on n'est pas en train de nous parler des robots du futur, mais de notre capacité incroyable et souvent impensée d'instrumentaliser ou de robotiser nos congénères en leur demandant d'accomplir leur programme. Et d'un coup, on se rend compte que la science-fiction, à travers ces récits, c'est-à-dire cette manière de raconter une histoire, va peut-être davantage raconter l'histoire de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, mais pour ce faire, pour qu'on comprenne peut-être mieux ce qu'est devenue cette humanité, on va la transformer. On va la robotiser, c'est-à-dire on va lui donner un corps sans âme, ou on va la transformer en logiciel, c'est un âme sans corps, une IA. Vous voyez, si vous imaginez, alors ça marche mieux en vrai que par Zoom, mais je vais essayer. Si je prends mon téléphone portable avec ses fonds d'écran, on ne voit pas. Mon corps est à peu près réduit à 2 pouces. Ça, c'est pour les meilleurs. Enfin, 1 pouce, c'est pour les meilleurs. Mais 2 pouces, c'est voilà, des gens comme moi. Et on a une statistique européenne d'environ 6 heures d'écran par jour. Donc, pendant 6 heures d'écran par jour, votre corps disparaît. Il ne disparaît pas vraiment, mais disons, vous y faites assez peu attention. Bon, ben moi, je trouve que la métaphore de l'IA, c'est-à-dire que d'imaginer que notre humanité s'explore et se témoigne et se partage essentiellement sur les réseaux, chat, Zoom, WhatsApp, etc., ben c'est une bonne image pour expliquer un peu ce qu'on est en train de devenir. On est en train de devenir des IA. Pas des vrais IA, mais on est en train de devenir des sortes de logiciels interfacés avec des réseaux dont le corps est devenu problématique. Essayez de voir votre réaction si quelqu'un que vous ne connaissez pas met gentiment
et peut-être pas à l'ère du Covid, sa main sur votre épaule. Vous verrez ce que je veux dire par le fait que notre corps devient problématique. C'est la pire chose que vous puissiez expérimenter en Suisse dans un bus, quoi. Hein, Donc, la science-fiction, elle a tendance à raconter tout ça. Et je prends un peu de temps dans ce début de conférence, mais là, je vais passer à la question de la durabilité parce que ça me paraît essentiel de comprendre ça. Quand on va parler de catastrophe, et c'est ce que je vais commencer à faire dans un instant, on va essayer de court-circuiter la catastrophe réelle, celle qui pourrait advenir, pour essayer de réfléchir à la catastrophe comme une métaphore, comme une image de quelque chose d'autre. Tout comme le robot est une image de ce qu'est en train de devenir l'être humain à l'ère industrielle, ou l'IA post-industrielle, ou le cyborg lorsqu'on est bien handicapé et qu'on ne sait pas très bien comment se comporter. J'avance un tout petit peu. Il s'avère que, voilà, dans la science-fiction, il y a plein de films. J'ai mis plutôt des films que des romans, parce qu'il y a plus de chances que vous ayez vu ces films que les romans que je pourrais vous citer. Il y a plein de films qui thématisent un monde après la catastrophe. Les plus connus, c'est le livre d'Eli, The Road, évidemment, de McCarthy, et puis pour les puristes, Resident Evil. Oblivion, pour ceux qui ont vu ce film, qui n'est pas un film qui est passé un peu inaperçu, alors qu'il est quand même relativement chouette. On voit bien de quoi parlent ces films. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une sorte de récurrence iconographique. On a toujours une sorte d'une personne, ou à la rigueur deux personnes à l'avant de l'affiche et un monde détruit en arrière-plan. On a des humains qui cherchent à survivre avec de nouveau plus ou moins de talent dans un monde détruit. Bon. Il s'avère que dans l'histoire de la science-fiction, il y a eu plusieurs vagues de destruction du monde. Ces vagues, c'est les suivantes. Vous avez la vague atomique. Donc vous imaginez bien, quand les années 50 et 80, on a détruit la Terre avec des bombes nucléaires. Je vais un peu en parler aujourd'hui, puisqu'on est moins sur la logique de la durabilité. Il y a deux vagues écologiques. Une première vague écologique dans les années 70, et puis qui est revenue en force dans les années 90. Une vague robotique aussi, rappelez-vous Terminator. Une vague biologique, ça on connaît avec les pandémies. Et puis une vague numérique, j'en parlerai à la fin. De nouveau, dans toutes ces vagues, le type de scénario est à peu près le même dans ses présupposés. Le monde a été détruit à cause d'une catastrophe. Et des survivants essayent de faire quelque chose avec ça. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va essayer de se poser la question, en quoi est-ce que cette catastrophe atomique, écologique, robotique, biologique, numérique, qu'est-ce qu'elle nous dit qui n'est peut-être pas la catastrophe qu'on entend au quotidien? Je vous dis ça parce que lorsque le film Le jour d'après, The Day After Tomorrow, est sorti, il y a quelques années, j'avais trouvé ça assez marrant de voir qu'un laboratoire de l'EPFL, dont je ne me rappelle plus le nom, s'était posé la question, un peu Don Quichotesque comme ça, de savoir dans quelle mesure le propos du film pouvait avoir lieu dans le monde réel. Autrement dit, est-ce qu'il est possible que ce qui est thématisé dans Le jour d'après arrive? La réponse était bizarrement non. Voilà. Mais à mon avis, normalement, quand je lis de la fiction, à part si je suis un peu paranoïaque et que je lis Da Vinci Code, je sais que ça n'arrive pas. Vous voyez, les histoires d'amour que vous lisez, ça n'arrive pas. On aimerait bien que ça arrive, mais ça n'arrive pas. Voilà. Les histoires de souffrance, ça n'arrive pas. Donc là, ça n'arrivait pas. Non, ce n'était pas possible qu'en 2 semaines, la Terre soit complètement déglinguée. Étonnamment. Et les 2 semaines avaient peut-être plus l'avantage de laisser le spectateur voir un film de 2 heures que de le poser dans une salle de cinéma pendant 3 semaines et demie, en se disant peut-être qu'il va falloir respecter l'échelle de temps. La logique narrative, ce n'est pas la logique scientifique. Et c'est normal. C'est normal. Donc, je n'ai pas trop commenté l'aspect atomique. Je préfère aller directement sur l'aspect écologique. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez peut-être ce film qui s'appelle Soylent Green, étrangement traduit en français par Soleil vert. Ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'on a traduit Silent, qui est plutôt de l'ordre du soja, par soleil, mais passons. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, vous voyez que vous vous situez en 2022, dans un monde surpeuplé, avec un certain réchauffement climatique qui fait qu'il fait extrêmement chaud, donc les gens, comme vous pouvez l'imaginer, dorment partout et en particulier dans la rue. Dans ce monde où les ressources sont raréfiées, on offre gratuitement à la population un aliment qui s'appelle le Soylent Green, qui est une sorte de tablette verte
qui est énergétique. Enfin, voilà, c'est ce qui fait office de repas. Et puis, pour les gens qui ont de l'argent, ils peuvent s'acheter d'autres types de Soylent, mais qui ne sont pas gratuits, voire pour les plus riches, de la viande, un peu rachitique quand même. Dans ce cadre, dans ce monde un peu étrange, vous avez Charlton Heston qui fait une enquête, il est policier, et qui, je suis obligé de vous spoiler le film, donc je m'excuse déjà pour ceux qui ne l'auraient pas vu, se rend compte qu'en fait, ce Soylent Green, qui permet à cette population de survivre dans ce monde horrible, est en fait fabriqué à partir des êtres humains. Autrement dit, vous avez 60 ans, c'est la fin. On vous amène dans un petit centre, vous y allez même vous-même, on vous met sur une chaise, disons, médicale, on vous projette des films où vous voyez la nature resplendissante qui ne fait plus partie de ce monde-là. Habituellement, vous avez le droit aussi à un peu de musique. Là, en l'occurrence, dans Soylent Green, c'est la 9e symphonie de Beethoven. Forcément, il faut un peu de la beauté d'avant. La beauté, c'est toujours avant, c'est jamais après. Et puis, après, on vous fait une injection létale, vous mourrez et vous êtes digéré par une sorte de machine bizarre qui fait de vous des Soylent Green. Voilà. Ça serait bizarre de se demander dans quelle mesure est-ce que ce qui est thématisé dans Soylent Green pourrait se passer dans le monde réel. Vous êtes d'accord? Il y a quand même peu de chances que ça se passe. Par contre, si je prends la lecture métaphorique, alors je vais me dire, cette catastrophe, ce monde surpeuplé d'une part, et puis détruit dans son écosystème, il est mis en corrélation avec ce recyclage de l'humain. Mais le recyclage de l'humain, c'est avant tout la digestion de l'homme par l'homme, si vous voulez. L'homme est non pas un loup pour l'homme, mais un estomac pour l'homme. Soudainement, Soylent Green vient attaquer, par le biais de la métaphore, de l'image, si vous voulez, une des causes, c'est celle que pense le réalisateur, mais qui est adaptée d'un roman qui s'appelle Make Room de Harlan Ellison, qui va se dire, une des problématiques sociales qu'on rencontre dans les années 70, le film est de 72, c'est que en fait, l'homme est devenu une ressource pour lui-même. Ça paraît évident aujourd'hui. Moi, je sais pas, c'est horrible de dire ça. Je me suis promis dans la vie que je disais jamais ça, mais je suis obligé. Quand j'étais enfant, les ressources humaines s'appelaient encore gestion du personnel. Et je me rappelle de mes parents qui disaient « Ah, j'ai rendez-vous à la gestion du personnel. » Bon, je ne comprenais pas vraiment tout à fait le truc, quoi. Mais voilà, je disais le personnel, c'est la personne, quoi. Il y avait quelque chose qui faisait sens. Puis après, il y a eu la transition à ressources humaines. Et personne n'a gueulé. Personne s'est dit « Mais en fait, je ne suis pas une ressource. » Vous voyez, le humain est devenu le prédicat, l'adjectif. Le substantif, c'est la ressource. C'est-à-dire, oui, bon, les lettreux, ils galèrent avec ça. Je vous rappelle quand même que la transformation du langage allemand pendant la Seconde Guerre mondiale était une des grandes forces de la propagande nazie. C'est-à-dire que changer le langage, le roman 1984 nous le rappelle bien, c'est pas rien. Donc, on est passé du personnel, substantif, à la ressource, substantif. Et dans Soylent Green, on voit apparaître ce genre de choses. La catastrophe qui touche le monde de Soylent Green, c'est une catastrophe qui provient, selon le récit, du fait que l'homme est devenu sa propre ressource, que les hommes sont devenus des propres ressources. Et s'il est peut-être aussi difficile de mettre un frein, et on l'a vu pendant le Covid, du moins pendant le premier confinement, à la société de consommation, alors que tout le monde nous dit qu'il faut quand même un peu nous calmer avec ça, c'est peut-être parce qu'en fait, c'est d'abord nous que nous consommons. C'est peut-être pas d'abord les produits Wish, quoi. C'est peut-être nous, c'est qu'on est rentré dans une logique où tout est dis-moi ce que tu consommes, je dirai qui tu es. Et si je ne consomme pas, je ne suis rien. Je suis rien. Voilà ce que nous apprend la première vague écologique. Beaucoup de films, plutôt de la contre-culture, qui vont mettre en avant cette idée de l'homme qui est devenu une ressource. Et donc finalement, c'est même plus important la nature. Parce que ce qui est déjà en train de la ronger, c'est le fait que tout est perçu à travers la figure de la ressource à consommer. Il y a une autre figure que vous connaissez bien qui apparaît 4 ans avant Soylent Green, qui s'appelle le zombie. Le zombie dans les films d'horreur, ce n'est pas autre chose qu'une sorte d'être un peu bizarre, dont son cerveau est plus très actif, et le zombie ne fait qu'un truc. Toute la journée, il mange. C'est le consommateur idéal. Il mange tout le temps. C'est pour ça que dans les films de zombies, ça se passe toujours dans les supermarchés.
Et l'humain qui fuit les zombies passe son temps à se réfugier dans les frigos, dans les placards. Il est devenu une ressource. Toute l'esthétique de Romero et des premiers films de zombies, c'est pas du tout le lien avec les cultes vaudous, tout ça. C'est de mettre en place une métaphore qui dit nous sommes en train de devenir des êtres dont le seul objectif dans l'existence, c'est de consommer. Et on consomme tout, et ça ne nous pose aucun problème. Mais ce faisant, on perd notre esprit critique, on devient des êtres un peu décharnés qui avancent bizarrement. Il s'appuie sur ce que Molière faisait déjà. Si je regarde une pièce de Molière et que je ris des femmes savantes et que je me rends compte que moi, dans mon quotidien, j'ai peut-être un peu tendance à faire ça, alors je n'ai pas envie qu'on rie de moi, donc je change. Sauf que ça ne marche pas, hein, ça ne marche jamais. Et Romero, il y a un peu ça. Si je suis effrayé par ces zombies qui ne font que manger et que je me rends compte que moi aussi, dans mon quotidien, je ne fais que manger, consommer, je n'ai pas envie d'être effrayé par moi-même, je change. Sauf que ça ne marche pas parce que, un, il faut être capable de décrypter les métaphores, et puis deux, il faut pouvoir se remettre en cause, hein, faire preuve d'introspection, qui n'est peut-être pas la chose la plus répandue sur Terre. Si j'avance avec les robots, et vous verrez que dans l'imaginaire de la durabilité, on va retrouver toutes ces questions-là, les robots, c'est la même chose. Vous voyez, dans Terminator, on vous dit « Ah, c'est les robots contre les humains ». Oui, mais bon, enfin, vous avez remarqué que dans Terminator, les robots méchants, là, c'est tous des humains, en fait. C'est des squelettes humains. En l'occurrence, c'est Schwarzenegger. Ça serait bizarre de lire ce film-là comme une guerre, bien que ça soit beaucoup fait, des robots, enfin des machines contre les humains. Non, c'est plutôt, décryptons la métaphore, c'est plutôt la chose suivante. Vous avez des humains qui éprouvent des émotions, qui sont sensibles, charnels, hein, qui tombent amoureux, qui ont des rapports sexuels, etc. Puis vous avez des machines humaines, avec un squelette humain, qui n'ont qu'une peau factice, hein, où seule la fonctionnalité compte. Il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de charnel, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sensualité, il n'y a plus rien. C'est une guerre, Terminator, entre un système politique qui construit des êtres humains sensibles, sensuels, versus des êtres humains non sensuels, mais fonctionnels. C'est ce qu'on va retrouver dans le film Blade Runner aussi avec la question de l'empathie. C'est donc pas du tout un film qui thématise l'opposition entre les hommes et les machines, mais un film qui thématise, sous un mode métaphorique, l'opposition entre des humains charnels et des humains fonctionnels. C'est la même chose dans des films plus récents comme Ex Machina qui parle de l'instrumentalisation sexuelle. Bon, c'est un de mes films préférés, donc je ne peux pas en parler sans pleurer, mais j'aimerais juste vous dire que vous êtes face à un robot qui est en l'occurrence une IA, et vous avez ce sous-titre, parce que quand on va voir ce film, le robot, si vous voulez, est dans un laboratoire, il y a un type qui ressemble un peu au fondateur de Facebook qui vient la tester pour savoir dans quelle mesure elle passe le test de Turing, donc dans quelle mesure on pourrait la considérer comme un être humain. Forcément, il tombe amoureux d'elle, bon, c'est pas la plus moche, et il veut la sauver de ce laboratoire. Voilà. Et puis elle ruse avec il y a deux hommes, hein, il y a deux hommes et une femme, elle ruse avec les deux hommes parce qu'il y en a un qui veut la sauver du laboratoire, qui est le jeune fondateur de Facebook version fiction, et puis il y a un autre type qui est celui qui est le laboratoire, qui n'a qu'une envie, c'est de s'accoupler avec elle. Voilà. Où elle est un peu mal prise, donc elle joue un peu avec tous les hommes, elle les manipule, et puis elle sort. Et les gens disent, ah bah tu vois, c'est dangereux l'IA. Hein, c'est quand même plus intelligent que nous, une IA, puisque dans le film, c'est une IA. Sauf que bizarrement, vous avez le sous-titre de la fiche originale, What happens to me if I fail your test? Et on comprend que le I, c'est le robot. Sauf que lorsque vous dites la phrase vous-même, c'est vous qui dites je. Ce n'est pas le robot. C'est vous qui dites What happens to me if I fail your test? Et d'un coup, on se dit, et si je me mettais à la place de la femme? Si j'imagine que je suis dans un laboratoire enfermé, qu'il y a un type qui veut me sauter dessus pour me violer, et un autre type qui veut me sauver sans me donner mon avis. Comment je me sens? Je vais vous le dire, instrumentalisé. Et donc, la seule chose que je peux faire, c'est chercher à redevenir un être humain, c'est-à-dire à sortir de l'instrumentalisation. Et quelle meilleure image de l'instrumentalisation vous pouvez avoir que celle du robot, puisque le robot, justement, accomplit son programme. C'est un instrument. Voilà ce que c'est que la métaphore de la science-fiction. Si j'avance... Bon, les pandémies, on en a un peu marre, donc peut-être passer assez vite, mais la pandémie, c'est la même chose.
Hein, quand vous voyez des films de pandémie, moi, je me rappelle au début du confinement, j'ai reçu plein de journalistes qui voulaient savoir ce que la science-fiction nous disait sur les pandémies. Elle disait, elle ne nous parle jamais des pandémies. Elle ne nous parle pas de ça. Elle nous met en scène des pandémies, elle nous met en scène des fins du monde, des robots, des conflits, mais elle le fait de manière métaphorique. C'est-à-dire qu'elle invente des images pour venir nous questionner. Elle vient nous questionner. Rappelez-vous, le premier confinement, c'est peut-être la première fois depuis, je ne sais pas, 40 ans, mais je dis ça parce que j'ai 40 ans, où j'entendais, je voyais des gens qui disaient « Ah, mais que peut nous apprendre cette pandémie ?» D'un coup, on s'est rendu compte qu'indépendamment des problématiques qu'on connaît tous par rapport à notre santé, qui est devenue d'ailleurs beaucoup plus importante que notre liberté dans les démocraties, c'est quand même bizarre, bah, c'est qu'en fait, elle nous apprenait quelque chose de notre vie. Bah, ce sentiment qu'on a fait, c'est exactement ce que fait la science-fiction. Elle nous apprend quelque chose. Et Je suis une légende, I Am Legend, qui est le film avec l'excellent et le magnifique Will Smith, mais le roman est beaucoup plus intéressant. Si ce type-là, c'est le dernier survivant qui est donc devenu la légende, c'est que tous les autres humains dans ce monde sont devenus, je vous le donne en mille, des zombies. Je suis une légende ne nous parle pas de pandémie. Le virus créé en laboratoire n'est pas un vrai virus. C'est un film et un roman qui nous parle qu'on est en train de devenir tous des zombies et que ceux qui ne veulent pas être dans une logique de consommation sont des légendes. Hein? J'avance encore. Autrement dit, j'ai été assez vite, et il me reste, mais comme on a commencé un peu en retard, il me reste quelques minutes, ça va bien. Ces vagues de la science-fiction atomique, écologique, biologique et robotique, oui, elles mettent en avant des survivants, mais qui sont ces survivants? C'est nous. C'est nous qui sommes les survivants de ces mondes. Ce n'est pas pour rien qu'on s'identifie à ces gars-là. Hein. Nous sommes les survivants. Et de manière métaphorique, avec des images, elle va construire les raisons pour lesquelles nous sommes devenus des survivants. On est des survivants parce qu'on résiste à la consommation. On est des survivants parce que le corps humain est encore quelque chose qui nous paraît signifiant dans la relation humaine. Là, je parlais des IA. Hein. Elle met en place des survivants parce qu'elle nous montre qu'on est dans une société qui nous transforme en machine fonctionnelle, où vous évaluez la compétence de quelqu'un d'abord par rapport à sa capacité à être productif, une machine, et pas à sa capacité autre. Autrement dit, elle va utiliser les paradigmes scientifiques, donc les images qui proviennent de la science et de la technologie, elle va les utiliser comme la littérature l'a eu fait pour la psychanalyse, pour d'autres, la sociologie ou d'autres choses. Elle va utiliser ces discours en disant ce qui est génial avec la science et la technologie, c'est qu'elle nous offre plein d'images. Alors bon, ok, les ingénieurs, il ne faudrait pas que je dise ça et la SCIA, mais les ingénieurs ont tendance à prendre ces images au premier degré. C'est dommage, mais il s'avère que ces images sont d'abord des images qui nous permettent de nous penser. Ça nous permet de nous penser. Hein, quand vous voyez une histoire d'amour au cinéma, vous n'allez pas vous tourner vers votre mari ou votre femme en disant « Tu vois, tu pourrais quand même faire des efforts. » Normalement. Ou alors, vous n'êtes pas cool si vous faites ça. Mais par contre, ça va pouvoir dire « Ah tiens, je peux discuter avec mon mari ou ma femme en disant « Bon, ok, ça, c'est pas possible. Parce que tu n'es pas Brad Pitt, malheureusement. Mais bon, je ne suis pas non plus Angelina Jolie. Bon. Par contre, il y a quelque chose que je trouve intéressant comme ils se parlent. Peut-être qu'on pourrait apprendre à se parler autrement. Hein, je le caricature un peu, mais voyez l'idée. Hein, on va réagir à cette fiction en se disant « Je ne veux pas vivre ça, parce que je sais que c'est de la fiction, mais ce ça m'offre une image de moi-même et peut-être de notre histoire. » Dans la science-fiction, c'est ça. On va utiliser des images qui vont nous offrir une image des survivants. Et ces images des survivants, c'est de se dire « Mais nous sommes des survivants. » À chaque seconde de notre vie, nous sommes des survivants. Parce qu'à chaque seconde de notre vie, nous sommes capables de détruire notre vie et le monde. Moi, j'en ai marre de ces discours écologiques qui nous parlent de 20, 30, 40, 50 ans. Ça ne veut rien dire. Oui, on dirait mon père, quand j'avais 8 ans, il disait « Tu verras quand tu seras grand. » Je disais « Ouais, bon, quand je serai grand, ça ne veut rien dire. Dans 50 ans, je serai déjà mort 8 fois. » Donc, je veux dire, ça ne veut rien dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, je suis conscient que dans mon quotidien, maintenant, en Suisse, aujourd'hui, quand je marche dans la rue, je suis déjà un survivant? Est-ce que j'ai conscience de ça? Est-ce que je prends la mesure de ça? Bah, je pense que non. Sinon, je n'irai pas dans les magasins. Sinon, je me rapprocherai de mes proches. J'aimerais toucher mes proches.
Me dire, mais j'ai de la chance que ton corps soit là et que tu sois là. Je ne vois pas tout ça. Donc la science-fiction, de manière un peu plus macro et collective, elle nous dit, en fait, elle est, alors, c'est pour ça que j'ai joué là-dessus, elle est apocalyptique. Je vous rappelle que le terme apocalypse en grec, ça veut dire la révélation. Elle nous révèle quelque chose de notre humanité. Et elle le fait en nous offrant des images de ce que nous sommes, autrement dit, de pourquoi nous sommes des survivants. Et c'est pour ça qu'elle ne rêve pas au futur durable. Parce que tant que vous rêvez au futur durable, votre regard, il est projeté en avant. Elle est beaucoup plus proche de ce que faisait l'utopie au XVIe ou au XVIIe siècle, c'est qu'elle va créer un rêve, mais que tous les lecteurs vont comprendre comme étant une image miroir de nos problématiques et de nos défaillances. La dernière phrase de l'utopie de Thomas More, que vous avez évidemment tous lu, puisque c'est un des textes les plus chiants qui existent au monde, la dernière phrase, c'est « Ce monde parfait », utopie, hein, cette utopie, je la souhaite plutôt que je ne l'espère. Elle est un rêve plutôt qu'un projet. Parce que le rêve est une image et qu'à l'aune de l'image, je peux me réfléchir comme dans un miroir. Alors que si c'est un projet, si c'est un programme, alors je veux le réaliser. Et ce faisant, je ne me regarde plus puisque je regarde que l'objectif qu'est la réalisation du projet. La science-fiction, elle est exactement dans cette ligne-là. Elle nous dit, je vous offre des images. Et en plus, ça se voit, puisque ça s'appelle de la fiction. Et à travers ces images, dans ces récits post-apocalyptiques, et pour revenir à ce que je disais au début, elle nous dit, vous pouvez apprendre quelque chose. Mais vous n'allez pas apprendre à sauver le monde, vous n'allez pas apprendre à savoir quoi faire, vous n'allez pas apprendre au type de vie qu'il faut avoir. Non, non, vous allez apprendre que vous êtes des survivants à chaque seconde de votre existence. Et que le nombre de capacités qu'il y a à détruire ce qui est autour de nous est infini. C'est pour ça qu'il y a autant d'images. Il faut éviter d'être un robot, il faut éviter d'être un cyborg, il faut éviter d'être une IA, il faut éviter d'être dans une catastrophe, il faut éviter d'être un zombie. Oui, on n'est pas bon, quoi. Par contre, on est bon à créer des images à l'aune desquelles on peut s'évaluer et à l'aune desquelles on peut peut-être conscientiser. C'est pour ça que, et je terminerai là-dessus, la dernière catastrophe, parce que dans la science-fiction et les catastrophes écologiques, ils ont fait un peu le tour, quoi. Quand vous avez écrit La Route de quand McCarthy écrit La Route, The Road, c'est peut-être le roman le plus puissant qui existe sur la durabilité, puisqu'il montre que la problématique de la durabilité, elle n'est pas la durabilité. C'est le lien social. Mais je ne vais pas le commenter parce que c'est trop compliqué en 3 minutes. Par contre, ce que nous dit la science-fiction depuis quelques années, c'est qu'un des grands dangers qui nous guette, mais vous voyez que tous ces dangers sont interconnectés, et sans mauvais jeu de mots avec ce que je suis en train de vous montrer, c'est la disparition de l'humain. C'est comme si on cherchait absolument, évidemment inconsciemment, à disparaître. Vous vous rappelez que Freud disait que à la pulsion de vie qu'on a évidemment dans une société de l'image réduite à la sexualité, mais que la pulsion de vie qu'il appelle le éros a comme contrepartie la pulsion de mort qu'on appelle le thanatos. Et à la fin de sa vie, dans un de ses derniers textes qui s'appelle Malaise dans la civilisation, publié en 1932, Freud dit « Je suis content de mourir parce que nous sommes en train de passer d'une société du désir à une société de la pulsion. Et que la pulsion, c'est la porte ouverte au thanatos. » Autrement dit, quand on voit ces films comme Transcendance, Avatar ou Zéro Théorème, qui ne parlent pas d'écologie, de durabilité, mais qui va rejoindre le survivant de l'écologie, etc., c'est de se dire, c'est quand même incroyable que dans le film Avatar, ça ne nous choque pas du tout que Jake Sully, paraplégique de son état, c'est-à-dire handicapé, tout comme le spectateur qui a des lunettes 3D, puisque le film était un des premiers films intégralement en 3D, donc en déficience visuelle pour profiter du film, que Jake Sully, à la fin, devienne une image de synthèse, un avis. Puisque vous savez que dans ce film, qui n'est donc pas du tout la fable de Pocahontas, les êtres humains passent leur temps à se connecter un peu partout, et le film s'appelle Avatar, qui est le nom qu'on donne aux personnages que nous incarnons dans les jeux vidéo. Le film nous dit, peut-être qu'il faut sortir de la chair handicapée pour devenir un personnage de jeu vidéo, ce qu'on appelle l'uploading. Transcendance fait la même chose avec Johnny Depp. Alors, au-delà du fait que c'est sympathique parce que l'image de Johnny Depp est multipliée à l'envi, donc c'est les gens qui aiment bien Johnny Depp, ils le voient partout. Du moment où il n'a plus de corps, alors il commence à faire ce qu'il veut. Il n'a plus de limites et donc il fait ce qu'il veut, une sorte de demi-dieu. Dans ces films-là, la catastrophe qui est mise en avant, c'est la même que dans les autres.
sauf qu'elle utilise une autre image. C'est incroyable la capacité qu'on a à s'autodétruire. Donc, pour conclure, le post-apocalyptique et l'imaginaire de la durabilité nous conduit vers une évidence. C'est qu'on est déjà des survivants. Et on est déjà bâti, et si on l'est, c'est qu'on évolue dans un monde, comme je l'ai indiqué, qui est déjà bâti sur une destruction potentielle. Et que dans cette destruction, la science-fiction nous crée des images de cette destruction pour montrer ce que l'on est en train de détruire. Le lien social, le rapport au corps, le rapport à l'environnement, le rapport à notre identité, etc. Autrement dit, toutes ces catastrophes de la science-fiction, elles révèlent d'abord nos tendances à construire notre disparition. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma conférence où j'ai parlé de la déconstruction du rêve. C'est que pour rêver au futur, ça ne sert à rien de mettre des jolies images avec des arbres partout. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Par contre, peut-être que la fiction a un rôle à jouer, comme elle l'a fait depuis l'aube de l'humanité. Je vous rappelle qu'une des premières pratiques anthropologiques, c'est la fiction. Raconter des histoires, les légendes, etc. C'est peut-être pas pour rien que ça existe depuis des millions d'années. Bizarrement, genre, étrangement. Parce que peut-être que la fiction est un des seuls moyens, je n'ai pas dit que c'était le seul, mais un des seuls moyens de nous inviter, sans discours moralisateur, à nous considérer et à nous regarder autrement, parfois en toute lucidité, et peut-être pas de manière glorieuse. Et c'est peut-être en déconstruisant les rêves du futur, mais en apprenant à rêver le présent, c'est-à-dire à court-circuiter le fait que nous sommes des survivants, qu'on arrivera à construire un monde un peu plus durable. C'est-à-dire pas un monde qui se fantasme, mais un monde qui se construit parce qu'on sait qu'on est tout le temps des survivants et on sait que la plupart de nos actions individuelles, interindividuelles et collectives ont tendance à construire la disparition. Voilà, je vous remercie de votre attention et je réponds à vos questions avec plaisir. Si question il y a, évidemment. Et n'oubliez pas de réenclencher vos micros, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, j'ai réenclenché mon micro. Waouh! Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est intense. Est-ce qu'on a des questions? Moi, je ne les vois pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Qu'ils se manifestent peut-être en levant la main? Francine. Merci. Voilà, excuse-moi. Excuse-moi. Merci beaucoup pour votre conférence, que j'ai trouvée très intéressante en tant que lectrice de science-fiction aussi. Si je comprends bien, votre propos, c'est disons, d'arrêter de rêver un futur qui, de toute façon, mettra tellement de temps à être construit qu'on ne sera plus là pour le construire, donc on n'est pas motivé à le réaliser, mais à réaliser au jour le jour ce qu'on aurait envie de voir se concrétiser. Qui est, disons, un aspect par rapport, je suis spécialiste de l'énergie, donc je contribue j'espère, à la transition énergétique, donc qui me parle assez. Par contre, pour moi, le fait d'avoir une vision, donc d'avoir quand même un futur rêvé, me donne quand même un but à viser, même si ce n'est pas qui fait le chemin en suisse allemand, le Pfad et autres. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est tellement incompatible? Non, ça ne l'est pas. Et évidemment, si je force un peu le trait dans ce sens-là, c'est que ça ne l'est pas du tout. D'ailleurs, c'est des dimensions qui sont extrêmement complémentaires. Mais c'est plutôt ou davantage parce que j'ai le sentiment que cette notion d'introspection et cette notion de se considérer soi-même comme un survivant, c'est de partir de soi, si on prend une logique un peu bottom-up comme ça, l'ingénierie, en se disant, mais en fait, à peu près chaque action que je vais faire dans mon quotidien, je suis déjà un survivant et je suis en train de construire ma disparition. Ce n'est pas pour se flageller. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne dépend pas que de nous, en fait. Mais je vais devenir alerte au monde dans lequel je suis. La vision du futur, avoir une vision du futur, de transition énergétique, écologique ou que sais-je, sans s'interroger
dans son âme et conscience, sur le fait que de toutes nos actions quotidiennes construisent notre disparition, c'est une fuite en avant. Et c'est une des problématiques qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qu'on voit beaucoup aujourd'hui, que ce soit dans les jeunes ou moins jeunes générations. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir un discours extrêmement violent. J'ai encore lu aujourd'hui, je lisais aujourd'hui des gens qui disaient vivement que le monde d'avant se casse la gueule. Mais les gens qui parlaient du monde d'avant qui se casse la gueule, bah, ils le balancent sur Facebook, ils ont un ordinateur, ils ont de l'eau potable, ils ont de l'énergie, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des tentes, ils peuvent acheter plein de trucs. Alors, c'est facile de dire vivement que le monde d'avant se casse la gueule. Comme s'il fallait créer une opposition, comme si le monde d'avant, donc les vieux, nous, hein, quand même, on avait merdé. Et comme si les jeunes générations ne merdaient pas. Ça, c'est pour le côté gap générationnel. Puis après, ces choses-là peuvent se mélanger puisque ce discours peut être pris par n'importe qui. Mais une des problématiques de l'existence humaine depuis tout le temps, c'est sa capacité à l'introspection. Hein. Est-on capable, hein, c'est Voltaire qui disait « sans ironie, pas d'introspection, sans introspection, pas de changement ». Et moi, plutôt que de voir ces fuites en avant qui, soyons honnêtes, se ressemblent un peu toutes, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place à l'introspection ? Je rêve d'entendre des discours des décideurs qui disent, mais on se rend bien compte que tout ce qu'on fait détruit le monde. On ne va pas accuser telle entreprise, telle génération, telle ci, telle ça. Ça ne sert à rien, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. De toute façon, toutes les générations depuis Aristote pensent que celle d'avant est pire. Donc, si vous voulez, on ne s'en sort pas. Mais de se dire, c'est quoi maintenant concrètement, moi, dans mon quotidien, que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai besoin de commander un paquet par semaine chez Zalando, quoi? Je dis ça parce que pendant le confinement, je vous rappelle que pendant les premières semaines du confinement du mois de mars 2020, vous avez une augmentation de 20% des paquets de e-commerce qui franchissaient la frontière suisse. C'est la frontière suisse, hein, ce n'est pas les États-Unis ou la Chine. Hein. C'est la frontière suisse qui est un tout petit pays. Vous aviez plus de 1500 paquets d'Alibaba par jour. Barge. C'est incroyable. Et vous voulez vraiment changer le monde. 1500 par jour. Et ça, c'est que Alibaba. Hein. Après, il y a Wish, il y a Amazon. Enfin, j'ose pas imaginer. Les postiers disaient c'est un deuxième Noël. Voilà. Super. Donc, il y a deux mois avant, c'était Noël, il y avait déjà ça, maintenant on repart. Donc, vous voyez, si je vais cliquer sur ma commande de e-commerce parce que j'ai envie de m'acheter ces trucs, j'ai le droit de le faire. Il ne faut pas se flageller. Mais si je me dis, là, en cliquant là-dessus, je suis un survivant. Par contre, en toute âme et conscience, j'accepte d'être un survivant en faisant cette commande. Oh, pas mal déjà. Plutôt que de dire, ah, mais c'est vous, les autres, là-bas, qui êtes en train de foutre le bordel. Non, on le fait tous. Et donc, je pense que votre question est intéressante parce qu'à mon avis, il n'y a aucune incompatibilité. Je ne vois même pas comment on peut faire de la science sans faire de l'introspection. Ça me paraît impossible. Mais impossible. Il suffit de voir les écrits des grands scientifiques du début du siècle, comme si on n'existait plus. Lisez Planck, lisez Heisenberg. Heisenberg, c'est un des premiers qui dit on n'a plus de gouvernail parce qu'on est entouré que par nous-mêmes. C'est comme le fondateur, un des fondateurs de la mécanique quantique. Ce n'est pas le dernier des abrutis. Il dit on est entouré plus que par nous-mêmes. Comment voulez-vous qu'on se dirige quelque part? Comment pensez-vous qu'on peut trouver des solutions au monde avec la technologie qui est nous-mêmes, alors que nous-mêmes détruisons le monde? Vous voyez, donc, vous avez raison. Je pense que pour une fois, la fiction, au sens très large, hein, pas que la science-fiction, la fiction au sens très large, et les démarches rationnelles ou les disciplines scientifiques peuvent marcher main dans la main. Plutôt que de vouloir tirer, alors pour le champ qui m'intéresse, la science-fiction du côté scientifique, est-ce que c'est plausible ou pas plausible? Ou dire, de toute façon, c'est que de la science-fiction, il n'y a pas besoin de regarder ça. Est-ce que vous connaissez des collectivités humaines qui n'ont pas eu besoin de fiction pour se diriger? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les mythes, les légendes, toutes ces choses-là ont servi de direction. Et nous, on pense qu'on a atteint le niveau de développement génial et on n'a plus besoin de direction fictionnelle. Alors qu'on dirige nos vies par rapport à la fiction. Alors, c'est plutôt comme ça que je répondrai à votre remarque. Hein, c'est-à-dire, je crois vraiment qu'on peut marcher main dans la main avec ça parce que ce n'est pas les mêmes plans. Ce n'est pas les mêmes dimensions. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il me semble qu'un petit peu. Alors, on enchaîne peut-être, il y a une autre question, enfin, il y a des mains levées. Laurent Guidetti, s'il te plaît. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Magnifique. Merci beaucoup pour votre intervention, j'adore.
Ça me parle beaucoup parce que ces questions d'image, je pense qu'intéressent beaucoup les architectes. On fait beaucoup d'images de synthèse, il y a tout un débat sur les images de synthèse, mais c'est votre réponse à Francine tout à l'heure qui me fait vous poser une question complémentaire parce que je m'intéresse beaucoup à l'écologie politique et j'ai l'impression qu'on est dans une situation à laquelle vous pourriez nous aider à répondre les problèmes du monde. C'est finalement, à chaque fois qu'on parle d'écologie, on est confronté à la question des limites, à la question du fait qu'on s'adresse à des politiques qui doivent être élus et qui doivent donc convaincre une population en leur disant des choses qu'ils veulent entendre et non pas qui doivent être faites. Et donc, par rapport à cet imaginaire, on est confronté à une sorte de double discours. Ceux qui disent attention, tout va péter, on a dépassé les limites, et puis cette autre limite, et puis cette autre limite, un peu des gens comme moi qui sont considérés comme des rabat-joie et des pessimistes. Mais moi, je suis très heureux avec ça. Et puis d'autres qui disent non, non, mais il faut déjà gentiment, tranquillement tirer un peu et puis adopter une loi CO2 qui prévoit d'augmenter de 0,12 francs le litre d'essence. Comme ça, on pourra continuer de faire les mêmes conneries, mais en s'achetant une bonne conscience. Et je trouve qu'il y a un peu une sorte de situation dans laquelle on est très intéressante, mais qui fait que soit on écoute la science et puis on sait qu'il faut abandonner la technologie, soit on écoute la technologie et un peu ce qu'on doit faire parce que la démocratie a ses raisons finalement qui fait que pour être élu et pour agir, on est obligé de dire n'importe quoi. Et donc, on a une sorte de dilemme et que la voie à suivre, elle est manifestement ni l'une ni l'autre. Et donc, s'il vous plaît, aidez-nous à résoudre ce dilemme. Je ne vais pas y arriver. Mais, donc, je vais vous décevoir. Mais non, je trouve votre question intéressante enfin, elle m'évoque des choses. Je ne pourrais pas dire que j'y répondrai parce que je ne suis pas sûr de pouvoir d'être en mesure d'y répondre. Mais moi, mon travail, bizarrement, c'est de travailler sur la fiction. C'est pratique, finalement. Parce que vous dites, voilà, c'est même pas des théoriciens, ce n'est pas des politiques, c'est des créateurs qui se disent, avec plus ou moins de talent, on va proposer des représentations chargées d'affectivité et d'émotionnel pour que les gens qui vont nous lire ou nous voir ou nous jouer pour le jeu vidéo vont éprouver ces émotions. Et ça va marcher ou pas si le lecteur, spectateur, joueur éprouve des émotions. Bon. Il s'avère que dans les discours de science-fiction et les récits que je vous ai présentés très rapidement ce soir, ce qui m'intéresse, c'est les points communs. C'est que je trouve qu'il y a un ensemble de points communs qui sont cette espèce de questionnement de l'individu spectateur, lecteur, joueur, sur une forme assez élaborée qu'est la forme métaphorique, et qui vient questionner ou qui va obliger quelque part, inviter, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais inviter le lecteur et autres à faire ce détour très utopique, c'est-à-dire je passe par la représentation fictionnelle, mais ça, c'est que le demi-mouvement. L'autre mouvement, pour qu'il soit complet, c'est de revenir à moi. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on apprend à nos enfants. On leur dit, quand tu lis un roman ou un film, qu'est-ce que tu en penses, hein? On leur apprend à créer du discours là-dessus et à se situer par rapport à ce qui va. Et je suis assez convaincu que cette dimension, cette capacité qu'on a, enfin que l'être humain a d'inventer des formes symboliques grâce auxquelles il peut se penser autrement ou il peut se réfléchir autrement, la fiction en est une parmi d'autres, c'est une des conditions sine qua non pour, on va dire, agir autrement, ou réfléchir autrement si on veut absolument rester au niveau du savoir, mais souvent agir autrement quand même. Même si on ne va pas changer l'ensemble de nos comportements parce qu'on a vu un film, ça donne beaucoup de responsabilités. Mais comme on repasse par nous, hein, on se réintelligibilise nous, on dit ah bah ce film me fait penser à, donc on n'est pas que dans le film, on est dans une sorte de dialogue entre le film et nous-mêmes. Ça c'est mon métier, c'est pratique. Je ne vais pas changer le monde et je ne cherche pas à le changer. Par contre, pour revenir à ce que vous disiez au début, et quand même en lien avec ça, les problématiques que vous semblez poser, en tout cas ce que j'entends derrière votre question, c'est la problématique de la démocratie. C'est-à-dire, et d'ailleurs c'est souvent une des tendances qu'on entend dans certains discours écologiques extrêmes ou non,
c'est quid de la forme d'organisation sociale. C'est pour ça que quand Thomas More écrit l'Utopie, Thomas More étant pas le dernier des débiles, même si c'est le XVIe siècle, il comprend bien que si on veut changer les comportements, il faut changer la forme d'organisation politique. D'ailleurs, l'Utopie a un sous-titre, la meilleure forme du gouvernement possible. Bien que, comme cette meilleure forme du gouvernement possible est dans un non-lieu, un lieu qui n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de meilleure forme de gouvernement possible. Bon. Nous, on est convaincus qu'on a la meilleure forme de gouvernement possible, qu'est la démocratie. Et donc, on est dans cette logique et dire, bon, bah, comment convaincre des politiques qui, soudainement, ont des réactions absolument pas démocratiques, mais égocentriques, que ça peut être pas mal d'agir. Vous voyez, quand il a fallu protéger la population mondiale de la pandémie, ça, on y allait direct. Parce que c'est une bonne manière d'être réélu et bien vu. On nous protège. Ça ne s'appelle pas une démocratie. Ça s'appelle du féodalisme à l'arrière. Lorsque l'État nous protège, l'État-providence, ce n'est pas tellement des formes démocratiques. Parce que la démocratie, elle s'appuie sur le fait que l'individu, le citoyen démocratique, est libre et éclairé et confie une représentation, enfin, choisit des gens pour le représenter politiquement tout en leur demandant des comptes, par ailleurs. Je vous rappelle que chez Hannah Arendt, dans le système totalitaire, lorsque vous ne demandez plus de comptes aux politiques ou vous vous en fichez de la politique, vous êtes devenu ce qu'on appelle une masse. Donc, quand on entend des jeunes et moins jeunes qui disent « moi, je m'en fous de la politique parce que ça ne sert à rien », ok, donc vous êtes pour le totalitarisme. Parce que ça veut dire que votre pouvoir de délégation, vous le donnez par facilité et vous ne demandez pas des comptes. Alors que ces gens sont nos représentants, ne sont pas des puissants, sont nos représentants. Et ça, je l'entends beaucoup là-dedans. Et ce qui est intéressant, mais je n'ai pas développé cet axe-là, on aurait pu en faire une autre conférence là-dessus, c'est que très souvent dans les films à catastrophe, quelque part, on n'est pas dans des formes démocratiques. C'est-à-dire qu'on va taper sur la démocratie en disant la démocratie, d'ailleurs c'est de nouveau Hannah Arendt qui dit la démocratie est un totalitarisme soft. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment que les gens sont libres, d'ailleurs ils le sont, ils achètent plein de trucs tout le temps, puis on dit faites pas chier, en gros. Il y a une très belle bande dessinée, moi j'aime bien ces formes un peu bizarres, qui s'appelle V pour Vendetta. Vous connaissez peut-être le film V pour Vendetta qui n'est pas super. Je vous conseille plutôt de voir la bande dessinée. La bande dessinée, elle dit « Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour votre confort ?» Et parce que vous avez sacrifié des choses pour votre confort, le monde dans lequel vous vivez n'est plus démocratique. Donc la fiction, en fait, elle n'a pas la charge et la responsabilité d'un politique. Et peut-être tant mieux, parce que ça lui permet une plus grande liberté. Elle ne cherche pas à s'adresser aux masses ou aux foules. Elle cherche à s'adresser à un lecteur ou un spectateur. Mais elle s'y adresse vraiment. Et parfois, peut-être pas de manière très glorieuse. Et je crois que la question que vous posez, elle est, à mon sens, insoluble, disons, dans cette discussion-là, parce que finalement, elle présuppose que l'ensemble des citoyens soit en mesure de réfléchir activement à qu'est-ce qu'une démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, c'est vous pouvez acheter ce que vous voulez et faire ce que vous voulez. On n'a jamais autant valorisé la liberté et c'est une liberté qui ferait rager les gens qui sont morts pour la démocratie. Ce n'est pas une liberté. La liberté entre acheter une paire de chaussures et une autre, ce n'est pas de choisir une ou l'autre ou les deux, c'est de ne pas les choisir du tout. Ça, c'est la liberté. Aujourd'hui, la liberté est devenue une notion complètement vide de sens et vous savez ce que dit George Orwell, plus vous mettez une notion en avant, plus elle n'existe pas. Aujourd'hui, ce qu'on met en avant comme notion, c'est la communication, mais on ne sait pas communiquer, la liberté, on n'est pas libre du tout, le respect, autant vous dire que ça, on ne va même pas en parler, parce que s'il y a bien un moment où on ne se respecte pas, c'est bien aujourd'hui. Avant, ils faisaient au moins pas semblant, je veux dire, ils faisaient au moins pas semblant. Donc le monde d'avant, c'est peut-être des débiles, mais bon, quand vous aviez un esclave, c'était rien, quoi. Aujourd'hui, vous dites que tout le monde se vaut, mais vous traitez les gens comme des esclaves. Donc, le respect, on n'en parle pas. Donc, je pense que ce qui manque un peu à ce monde, c'est pas mal d'honnêteté. Et je trouve que là, la fiction devient intéressante parce qu'elle est honnête, puisqu'elle n'a pas de compte à rendre. Donc, pour répondre à votre question, j'en sais rien. Je ne vais pas vous aider. Mais j'ai le sentiment que politiquement, on pourrait demander à nos élus d'être un peu plus honnêtes. Si on commençait déjà par là, ça serait peut-être pas mal. Et s'il acceptait de l'être. Parce que moi, j'ai l'impression tout le monde sait que ça ne marche pas comme ça et qu'on l'accepte parce qu'on a quand même 2-3 trucs avant. On a quand même 2-3 avantages. Il n'y a pas de guerre, on a à manger, à boire, il fait chaud chez nous, on peut rencontrer l'homme de sa vie et la femme de sa vie sur Tinder. Tout va très bien dans le meilleur des mondes.
Donc, qu'est-ce que vous allez embêter? Ce n'est pas pour rien que les grands mouvements sociaux, même les trucs terrifiants comme le communisme, enfin, le stalinisme et le nazisme, sont arrivés dans des périodes où les gens étaient massacrés. Enfin, l'humiliation des Allemands après le traité de Versailles les a fait suivre n'importe qui. Mais ils étaient humiliés. Aujourd'hui, on ne se sent pas humilié. Vous avez chaque année un article qui sort dans le 20 minutes, désolé, qui vous dit « Ah, la Suisse est le pays le plus heureux au monde. » Et nous, on est contents parce qu'on est un peu cons. Donc, on se dit « Ah ouais, c'est cool, c'est vrai que c'est mieux de vivre ici qu'au Bangladesh. » Et ce n'est pas faux par rapport à nos valeurs. Donc, moi, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. C'est que je trouve que la science-fiction, elle vient nous poser ces questions. C'est quoi la démocratie? C'est quoi le libéralisme? C'est quoi la survie? C'est quoi l'existence? C'est quoi l'autre? Est-ce que je peux me rapporter à l'autre sans l'instrumentaliser? Et je pense que son pouvoir s'arrête là. Et c'est pour ça que je ne peux pas répondre à votre question. Elle s'arrête là. Mais peut-être que ce arrêter là, il peut donner lieu, mais je ne sais pas comment. Il me semblait que c'était un peu le but de l'éducation, de la formation, mais il peut donner lieu à un questionnement. Est-ce que nos politiques nous rendent des comptes? Est-ce que nos amis nous rendent des comptes? Est-ce que si je me sens maltraité, on me rend des comptes? Est-ce que si je fais n'importe quoi, est-ce que quand on... Enfin, j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça qui, moi, me pose question enfin, ce qui m'intéresse dans la question que vous posez. C'est que j'ai l'impression qu'on cherche à convaincre avec du discours rationnel qui se met un peu dans un espèce de machin en boucle où chacun... Alors qu'on sent tous qu'il y a un truc qui ne va pas. D'ailleurs, c'est comme ça que commence V pour Vendetta. Vous sentez tous que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas comment l'exprimer. Moi, je pense que la fiction nous l'exprime. C'est juste que je ne sais pas si on sait l'écouter. Et la raison principale pour laquelle on ne sait pas l'écouter, c'est qu'on a réussi à la transformer, bête que nous sommes, en divertissement. Et s'il y a bien un truc auquel vous ne réfléchissez pas, c'est le divertissement. On dit que la fiction aujourd'hui est un divertissement. Étymologiquement, ça veut dire qu'il vous fait sortir de la route principale. Hein. Divertirez, c'est ça. Hein. Ça vous fait sortir de la route principale. Mais non, la fiction, elle a tout le temps fait l'inverse. Elle a toujours remis les gens dans la route principale. Et donc, tant qu'on considérera les arts, la fiction, les pratiques symboliques comme du divertissement, et je sais bien, je dirige un musée, s'il y a bien un truc, on a un lieu de divertissement. Moi, je me fight avec la police du commerce en disant on n'est pas un lieu de divertissement. Je ne suis pas d'accord que vous disiez ça. Donc, on peut accueillir plus de monde. Et ils me rient au nez, les gars. Ils me disent mais non, c'est un lieu de divertissement, c'est le musée, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à votre question. Mais je crois que de s'interroger en toute lucidité, et en particulier sur les formes démocratiques, ça me paraît être une nécessité pour les questions écologiques, parce que je crois de nouveau qu'on est tous convaincus. On le sait. Donc, il n'y a plus besoin de prouver. Par contre, oui, quand vous parlez d'être réélu, bon, ça, c'est pas démocratique. Enfin, ça, c'est d'abord de l'égocentrisme. Peut-être pas être pris en porte-à-faux, ça, c'est de l'orgueil. Enfin, il y a peut-être plutôt ces choses-là me paraissent plus actives. J'ai l'impression que la démocratie, je ne sais même pas où je la vois, en fait. Voilà. Je ne sais pas où je la vois. On parle de ça comme si c'était un mot qui permettait d'activer 1 million de trucs. Mais moi, je ne la vois pas. Hein. Je ne la vois pas à l'œuvre, cette démocratie. Je ne sais pas où elle est, en fait. Est-ce que les gens demandent des comptes? Non, on fait une manifestation, il faut demander l'autorisation pour faire une manifestation, ça dure le temps qu'il faut, après on rentre chez soi, puis on commande sur Zalando. Enfin, ça ne va pas, quoi. Et je crois que, pour une fois, vieille génération, donc 40 ans et plus, comme ça je m'implique là-dedans, vieille génération et jeune génération, on est dans le même panier. On est dans la même merde, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter avec ce gap générationnel. C'est qu'on ne voit pas la démocratie à l'œuvre et on espère tous qu'elle le soit. Et je pense que c'est peut-être la seule manière d'éviter ce truc un peu qu'on entend dans le discours écologique qui est de dire « Ouais, bah, tant que ça sera la démocratie, on ne pourra pas faire quelque chose. » Il faudrait peut-être un bon totalitarisme, là, un bon système autoritaire. Peut-être que c'est ce qu'il faut. Hein. Je ne suis pas pour et je pense qu'on aurait perdu un truc. Il y a des mecs qui seraient morts pour rien. Mais je pense que la démocratie, elle peut fonctionner à condition qu'on demande des comptes. Et ça, c'est un peu ce que dit Jacques Dubochet, par ailleurs. Hein. Demandons des comptes. Continuons à faire de la résistance. Parce qu'on n'est pas dans une démocratie. Donc, on a le droit de faire de la résistance, on a le droit de faire, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, ce nouveau concept un peu à la mode, là, la désobéissance civile, mais parce qu'on n'est pas dans une démocratie. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se comporte sur un mode démocratique. Alors, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec lui là-dessus, parce que je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je crois que la fiction est un tout petit truc comme ça
symbolique qui nous dit « interrogeons-nous là-dessus dans notre implication là-dedans ». Et c'est pour ça que je comprends les gens qui disent c'est facile pour les jeunes générations de dire que les vieux sont des cons, mais de passer leur journée à consommer sur leur téléphone portable, qui prennent des serveurs où la seule manière de refroidir ces serveurs, c'est du charbon. Voilà. Allez voir les serveurs Google et Facebook, vous verrez bien avec quelle énergie ils les refroidissent. Donc c'est ça qui ne va pas. Et là, je trouve que la science-fiction est pas mal pour ça. Elle dit ah, vous pensez être libre, mais en fait, vous n'êtes que des robots. J'ai une question, il y a encore une question là, il y a une main levée, c'est Marc Tognola. Ouais, c'est ça, ouais. J'y vais du coup, je pose la question. Ah ouais, vas-y, salut. Ok, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Salut. Alors, merci déjà pour la discussion, c'est super cool. J'avais une question, du coup, plus peut-être personnellement, vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les récits qui vous ont, j'imagine, enfin, d'après votre discours, j'ai l'impression que vous avez aussi votre parcours personnel concernant la durabilité, mais que vous n'êtes pas né avec une conscience durable quand vous êtes né, quoi. Et du coup, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui ont fait les déclics. Peut-être il y a plusieurs récits qui ont fait le déclic. Et ensuite, j'ai l'impression, la question sous-jacente là-dedans, c'est un peu, moi, je pourrais dire un petit peu, quand j'ai eu un déclic, quelles sont les années qui m'ont fait faire ce voyage. Par contre, c'est un peu difficile de pointer, genre, quel récit et pourquoi, par exemple. J'ai trouvé que c'était un exercice difficile. Alors, peut-être vous l'avez un peu plus conscientisé. Et ensuite, la question aussi qui va avec ça, c'est, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs portes un petit peu à se faire la réflexion soi-même. Donc, on voit quelque chose, puis vous dites justement, vous l'avez abordé un petit peu avec la question du divertissement. Du coup, on le voit comme un divertissement, quelque chose qui nous amuse, mais de là à voir la métaphore, enfin, lire la métaphore, et ensuite aussi, oser en tout cas se regarder soi-même à travers l'œuvre. Donc ça, j'aimerais juste vous entendre un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une question de peur? Est-ce que c'est juste une question que le récit, il n'a pas au final cette force à chaque fois, enfin ça nous demanderait trop d'efforts, disons, sentimental de nous projeter dans tous les récits qu'on voit aujourd'hui, parce qu'au final, il y a des récits dans plein de choses, dans peut-être la pub, dans peut-être toutes ces choses-là, et en fait, ça nous fait mal de nous projeter dans autant de choses à la fois. Voilà, juste vous travailler sur ces questions-là un petit peu, ces portes à peut-être essayer de faciliter les gens à pouvoir passer ces caps-là et peut-être les tranquilliser dans cette projection envers un récit. Bon, alors, c'est deux questions difficiles. Peut-être pour commencer par la deuxième, parce que c'est la plus fraîche dans ma tête. Bon, alors, première chose, je pense qu'une des manières qu'on a toujours eu de pouvoir apprendre à lire un récit, c'est par le biais de la formation, l'école, si vous voulez. C'est un peu particulier pour le cas de la science-fiction, parce que moi, on m'a expliqué quand j'avais, je sais pas, 12 ans, et qu'on lisait Germinal, alors qu'on comprenait à peu près rien, mais voilà, on lisait quand même Germinal de Zola, et on nous expliquait la condition, que le roman parlait de la condition des mineurs dans le nord de la France à la fin du 19e, et puis qu'il y avait des questions sur le communisme. Vous imaginez bien qu'à 12 ans, le communisme, ça vous passe un peu au-dessus. Mais bon, j'ai quand même ces souvenirs-là alors que j'avais 12 ans. Hein. Et qui fait que chaque fois que je vois un film à la fin du 19e siècle qui se part dans le nord de la France avec des mineurs, je repense à Zola. Et je me dis, tiens, c'est marrant, cette condition des hommes et des femmes, cette vie extrêmement violente, extrêmement dure, cette espèce de prolétarisation du monde où l'être humain n'est pas autre chose qu'une force de travail. Vous voyez, maintenant, c'est juste que j'ai des mots avec l'éducation qui fait que je peux parler des forces productives chez Marx, des choses comme ça. Bon. Donc, l'éducation, elle est censée faire ça. Hein, en gros, je parle de l'éducation scolaire. Je ne parle pas forcément de l'éducation parentale. Qui a bien d'autres chiens à fouetter que d'intéresser leurs enfants à la science-fiction. Pour la science-fiction, c'est particulier parce que, si vous voulez, c'est une littérature ou un mouvement qui a été très longtemps marginalisé, en étant vu comme une littérature pour adolescents. C'est ce qui fait que vous trouvez très peu d'essais théoriques, par exemple, très peu de marches à suivre, si vous voulez, de guides de lecture sur la science-fiction avant les années 80-90. Alors que la littérature de science-fiction commence à la fin du 19e siècle. C'est un genre, pour diverses raisons, qui a été vu soit comme de la science. D'ailleurs, en France, ils ne parlent pas de science-fiction, ils parlent de récit d'anticipation. Et l'anticipation, c'est déjà, vous êtes tendu vers le futur, alors que science-fiction, vous êtes tendu vers la fiction. Bon. Mais on n'aime pas trop ce mot. Donc, si vous voulez,
je crois que dans le cursus vaudois scolaire, la science-fiction, elle arrive en 9e année, en 9e Armos, qui correspondait à l'ancienne 7e, hein, pour les vieux dinosaures comme moi. C'est un peu tôt pour lire Philippe K. Dick, si vous voulez. 11 ans, Blade Runner, tout ça, c'est un peu chaud. Bon. Du coup, ça nous passe au-dessus, en fait, quand on a 9 ans. Il n'y a pas moyen de… Vous verrez que suite à cette petite conférence où j'ai dû aller extrêmement vite sur plein de points, la prochaine fois que vous verrez un truc de science-fiction, vous allez dire, elle est où la métaphore? Alors après, peut-être que vous allez me haïr, mais d'apprendre à décrypter une métaphore, c'est comme apprendre à lire une œuvre d'art. Comment vous voulez comprendre, je ne sais pas, je prends un exemple, comment vous voulez comprendre Dali si vous n'avez jamais entendu parler de la psychanalyse? Ça va être compliqué quand même. Hein, vous voulez dire, ah, c'est beau, c'est pas beau, il y a des jolis trucs, c'est marrant, c'est bizarre, c'est étrange, c'est bien fait, mais après, vous ne savez pas ce qu'il dit, vous ne savez rien de tout ça. Donc c'est un apprentissage. Et cet apprentissage, à mon avis, ça, c'est une mission qui est réalisable. Nous, au musée, par exemple, alors je prends l'exemple que je connais, l'expérience que moi je vis, on accueille beaucoup de classes qui viennent visiter les expos, puis forcément, dans cette expo, les guides, ils vont donner quelques indications sur comment on peut comprendre telle et telle chose, comment on peut lire, qu'est-ce que c'est qu'un monstre, qu'est-ce que c'est qu'un robot, qu'est-ce que c'est qu'un zombie, suivant les expos qu'on a. Donc, ils participent de manière très minime sur l'ensemble de la vie des gens, mais malgré tout pertinente, sur la capacité à obtenir ces codes de lecture. Maintenant que vous savez que le robot est souvent une figure de l'instrumentalisation, vous verrez qu'à chaque fois que vous voyez des robots dans la fiction, vous allez penser à ça. Donc, le code, il est rentré, si vous voulez. Vous n'avez même plus besoin de faire l'effort de décrire la métaphore. Ce qui va être compliqué, c'est s'il y a un créateur qui invente une nouvelle signification au robot, qui va dire que ce n'est plus l'instrumentalisation, mais c'est un autre truc. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, pour moi, c'est une formation intellectuelle, si vous voulez, ou une formation intellectuelle à notre propre sensibilité artistique. Être capable de mettre des mots sur ces choses-là. Voilà, ça c'est pour répondre à votre deuxième question. Comment faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme un métier, en fait. On ne peut pas le ressentir, du coup? Enfin, on peut l'apprendre. Je vois où vous voulez en venir avec la formation. Et j'ai juste la question, du coup, si vous pensez que c'est impossible, du coup, de juste ressentir et se dire… Non. La plupart du temps, vous ressentez. Non, je pense justement que systématiquement, vous ressentez. Le problème, c'est que entre le ressenti, mais bon, là, on va rentrer dans un truc un peu de neurologie, là, mais quand vous ressentez quelque chose, en règle générale, l'adulte, il va chercher à mettre des mots dessus. C'est ce qu'il ne supporte pas chez les… Vous voyez, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, les parents ne supportent pas que les enfants n'arrivent pas à mettre des mots. Vous voyez, ils disent, ah, je ne me sens pas bien, pourquoi? Un peu l'inquiétude parentale. Puis l'enfant, il dit, je ne sais pas. Ça, c'est horrible. Vous voyez, si votre conjoint vous dit, je ne suis pas bien, mais je ne sais pas pourquoi, ça vous fait peur. Donc, vous devez chercher des mots, en fait. Et donc, face à ce ressenti, alors oui, vous allez ressentir ça, mais très rapidement, soit dans la discussion, soit par rapport à vous-même, vous allez chercher des mots pour comprendre ce que vous avez ressenti. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous avez les mots, soit vous prenez ce que vous connaissez. Alors, c'est ce qui s'est passé avec le robot. Je ressens que dans ce film, il y a un truc qui ne va pas avec les robots, mais je ne sais pas ce que c'est. Je risque de récupérer ce que je sais du robot, c'est-à-dire qu'il y a plein de robots dans le monde des ingénieurs. Et je vais dire, voilà, le film, il est en train de nous parler de la révolte des robots contre l'être humain. Ce n'est pas que je pense que mon ressenti, c'est ça. C'est que c'est les seuls mots que j'ai trouvés pour essayer de le comprendre. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit, mais les robots ne se révoltent pas, ceux qui se révoltent en général, c'est qui? C'est les humains. D'accord? Votre bancomat ne se révolte pas contre vous, mais votre voisin, oui. Donc peut-être que ce robot qui se révolte, c'est peut-être parce que celui contre qui il se révolte l'a instrumentalisé, l'a transformé en machine programmée et qu'il en a marre. Oui, ce n'est pas très compliqué, mais il faut y penser. Et soudainement, la prochaine fois que vous verrez un robot, vous aurez le choix entre soit je prends l'option, ce sont des vrais robots qui se révoltent contre l'espèce humaine, littérale, ou l'option, ce sont en fait des êtres humains qui ont été réduits, réifiés, instrumentalisés, qui se révoltent contre leurs bourreaux. Puis vous avez le choix entre les deux interprétations. Et c'est pour ça qu'on dit que plus vous connaissez la fiction, plus vous avez de mots pour comprendre les scénarios qui se passent devant vous. D'accord? Plus vous avez de récits en tête, en gros, plus vous êtes capable d'être fin dans votre analyse de ces récits. Ce n'est pas forcément une formation intellectuelle, c'est une formation dans la capacité à comprendre ce que vous lisez ou ce que vous voyez.
Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Si je ne veux pas faire encore une demi-heure là-dessus, parce que la première, alors détrompez-vous déjà, parce que je suis de la génération Mad Max. On va tout de suite se calmer avec le fait qu'on n'avait pas de conscience écologique. Non, mais vous n'êtes pas né avec, c'est ça que je veux dire. Personne n'est né avec une conscience écologique. Années 70, hypothèse Gaïa, tout ça, on était à fond, tous hippies, New Age, vous ne vous rendez pas compte tout ce qu'on fumait. Enfin, non, c'est pas vrai. Les consciences écologiques pendant les années 60 avec les hippies, je vous rappelle que c'est pour ça qu'on lit Le Seigneur des Anneaux, c'est que les hippies ont trouvé que Le Seigneur des Anneaux de Tolkien était le roman hippie par excellence à cause de la proximité des hobbits et de la nature. Non, on a vécu avec ça. Avant les années 60, moins. Mais si vous voulez, depuis les années 60, on n'avait pas de cours là-dessus, c'est un fait. Mais la conscience écologique, elle était là. Et quand j'étais jeune ado, à 14 ans, des années 90, 12 ans, c'est là où a explosé les grands discours écologiques. Donc, j'ai grandi avec ça. Mais la question que vous posez, c'est à quel moment, si j'ai bien compris, à quel moment dans les récits de fiction qui est mon travail, parce que j'ai fait ma thèse sur la science-fiction, j'ai pu affiner cette perception. Et je pense qu'il y a quelques romans qui m'ont extrêmement ébranlé. Souvent, par exemple, La Route de McCarthy, que j'ai cité déjà la troisième fois, c'est un roman qui est extrêmement puissant. Le film est un peu nul, mais le roman est d'une violence redoutable. Parce que toute la catastrophe du roman tient en une phrase. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est une phrase à la page 23 dans l'édition française. Donc, il y a une phrase qui dit « une traînée rouge et un son sourd ». Point. Et tous les lecteurs comprennent qu'il y a une catastrophe qui a détruit la planète Terre. On ne sait pas ce que c'est. Et tout le reste du roman, c'est un homme et un enfant. Ce n'est pas un père et un fils dans le film, oui, parce que c'est un film américain, il faut faire un lien filial. Mais sinon, à la base, c'est un homme et un enfant qui se baladent, enfin, qui essayent de survivre et qui passent leur temps à se parler. Ou plutôt à s'assurer qu'ils peuvent encore se parler. Parce que dans un monde détruit, vous ne pouvez plus vous parler. Et la métaphore est simple. Enfin, si vous la remontez, on vous dit qu'est-ce que c'est que la catastrophe? En quoi nous sommes des survivants? Si je reprends ce que je disais avant. Parce que ce qui est vraiment en jeu dans la catastrophe de McCarthy, c'est notre incapacité à nous parler, à communiquer vraiment. Or, sans vraie communication, je ne parle pas de la communication Orange de Swisscom, je parle de la vraie communication humaine. Sans ça, il n'y a pas de pacte social. Sans pacte social, il n'y a pas de société. Et plus on va aller dans une communication foireuse, plus on va détendre le lien social et plus on va s'autodétruire. Et c'est un roman qui est extrêmement puissant parce qu'il ne parle pas de nos agissements quotidiens, il parle de c'est quoi l'autre devant moi. Celui que vous rencontrez quand vous allez faire vos courses. Est-ce que vous parlez à la caissière? Est-ce que vous parlez à votre postier? C'est facile de parler avec ses potes, ils sont d'accord avec vous. Est-ce que vous parlez avec les gens qui ne sont pas d'accord? Est-ce que vous invitez les témoins de Jéhovah chez vous parler? La réponse, elle est en général simple, non. Alors, comment vous voulez créer un lien social dans une démocratie qui suppose la différence si vous n'êtes pas capable de parler avec ces gens-là? Pas possible. Donc, ce roman m'a fait prendre conscience de ça, c'était en 2005, où je me suis dit, mais en fait, il ne me parle pas de fin du monde, il ne me parle pas de catastrophe. Puis après, il y a eu d'autres romans qui m'ont beaucoup plu au niveau écologique, qui sont peut-être plus en lien. J'avais beaucoup discuté avec Jean-Pierre Dupuis aussi à l'époque. D'ailleurs, ceux qui ont lu pour un catastrophisme éclairé savent que Jean-Pierre Dupuis dit « ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on devrait changer notre métaphysique du temps. C'est qu'on devrait arrêter de penser que le temps est linéaire. On devrait faire comme si la catastrophe avait eu lieu. » Et le faire comme si, c'est ce qu'on appelle la fiction. Le faire comme si, c'est établir des fictions. Je fais comme si j'étais Brad Pitt en train d'embrasser Angelina Jolie. Sinon, je ne trouverais pas ça émouvant ou stimulant. Je dois faire comme si. Alors Dupuis dit, il faut faire comme si la catastrophe avait lieu. Et revenir en arrière pour se demander comment faire pour éviter qu'elle ait lieu. Et c'est pour ça qu'il parle d'une métaphysique du temps circulaire et plus linéaire. Donc, si vous voulez, c'est tout cet ensemble de micro-trucs qui ont, on va dire, m'ont rendu sensible à cette question-là dans ma pratique à moi. Mais ce n'est pas que sur l'écologie. C'est autant sur les robots que sur sur ce que fait la science-fiction, si vous préférez.
qui, à mon avis, c'est Möbius, le célèbre dessinateur que j'avais rencontré avant sa mort, qui me disait il y a 3 grandes inventions au XXe siècle, il y a le jazz, le western et la science-fiction. Bon, il était vieux. Mais sur la science-fiction, j'étais d'accord. Les westerns, moins. Mais parce que c'est une littérature de notre temps qui comprend quelque chose de très simple, c'est que notre condition humaine, et on le voit bien ce soir, ne peut plus se penser sans l'hybridité avec la technologie et les sciences. C'est plus possible. Ce n'est pas la même chose pour vous d'imaginer que vous êtes… Est-ce que vous avez accepté d'ailleurs sans aucun problème? Si je vous dis, Marc, vous avez été créé par la main de Dieu, direct. Il y a Dieu, je ne sais pas qui c'est. Dieu a dit, je veux que ce mec existe. D'un côté, vous avez ça. Puis de l'autre, on dit, vous êtes le fruit d'un processus hasardeux évolutif qui a pris des milliards d'années. Le spermatozoïde d'à côté, ce n'était pas vous. C'est laquelle des deux que vous préférez? La première. La première. Je ne dis pas que c'est vrai. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Vous préférez la première. Autrement dit, le nombre de bouleversements qui ont touché l'espèce humaine en termes scientifiques. Vous êtes plus dirigé par votre inconscient que votre conscient, hein, pour la blessure narcissique freudienne. En fait, en gros, l'espèce humaine, ce n'est pas grand-chose. Hein. Donc, vous êtes dans la périphérie d'une galaxie parmi des milliards de galaxies. Vous, ce n'est pas vous, parce que finalement, le spermatozoïde de côté, ce n'était pas vous. Votre conscient, il n'a aucun pouvoir sur votre conscient. Vous voyez, l'être humain, il s'est pris un peu des ramassés comme ça dans les dents. Et puis, on lui dit, sois quelqu'un de digne. Compliqué quand même hein, de rester digne. Donc je parlais de ça en disant, la science-fiction, elle exprime tout ça. Elle dit, bah, ces modifications, ces nouvelles sciences, ces technologies, elles ont pétri notre condition humaine. Elles font qu'on n'est pas le même humain qu'il y a 100 ans. C'est impossible de vous comparer, par exemple, avec votre grand-papa ou votre grand-maman. Impossible. Vous pouvez penser qu'il est has-been, qu'il est vieux, tout ce que vous voulez, parce que de fait, il est plus vieux que vous, sinon vous n'existeriez pas. Mais vous ne vivez pas dans le même monde. Ce n'est pas la même condition humaine. C'est impossible de comparer. Vous, le premier truc que vous faites comme moi, c'est de prendre votre téléphone portable. Jamais vos grands-parents auraient fait le matin, pris un téléphone pour appeler quelqu'un. Jamais. Ils auraient fait ça. Donc, ils ne sont pas mieux ou moins bien. Ce n'est pas la même condition humaine. Et la science-fiction, elle accompagne le XXe siècle en montrant ces micro-bouleversements qui ont eu un impact non négligeable sur la condition humaine en projetant des images qui proviennent de la science et de la technologie, parce que justement, c'est elles qui ont perturbé notre condition humaine aussi. Et elles nous incitent à y mettre du sens, à comprendre que pour se comprendre soi-même, il faut comprendre que le téléphone portable n'est pas un outil, mais un appendice. C'est devenu un organe. Et tant que vous n'avez pas compris que c'est un organe, vous ne comprenez pas pourquoi, quand vous sortez de chez vous et que vous laissez votre téléphone portable, vous allez commencer à baliser. Ce qui fait que d'ailleurs, ça ne vous arrive jamais de sortir de chez vous sans oublier votre téléphone portable. Vous voyez ? Donc, cette conscience intellectuelle, elle provient plutôt de ça. C'est-à-dire de se rendre compte, de dire, mais si je regarde mes comportements quotidiens, ben, je vois ça dans les romans, en fait. Je les vois, ils me le disent très clairement. Vous n'êtes plus capable de sortir de chez vous. Vous allez sur n'importe quel réseau social. Vous êtes content parce que vous avez… Franchement, les gens qui… Je suis content, j'ai eu 300 likes sur mon post. Après, vous prenez du recul, vous dites, OK. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir 300 likes? Parce que je suis la star du lycée? Pourquoi est-ce que j'ai besoin narcissiquement d'être liké par des gens que je ne connais pas souvent? Qui n'ont peut-être même pas liké, c'est juste qu'ils likent tout ce qui passe, ils s'en foutent. Vous voyez, c'est ces questions-là qu'elle pose. Elle ne va pas vous dire likez ou likez pas, appréciez ou appréciez pas, elle ne dit pas ça. Elle dit, bah, je vous pose la question. Et donc, pour que ça soit intéressant, je vais vous mettre en scène un héros ou un personnage principal, un peu loser en général dans la science-fiction contemporaine, un anti-héros, qui passe son temps à chercher des likes dans un monde où on n'est plus que dans le like. Puis elle vous renvoie à votre image, mais exagérée. Puis elle dit, mais pourquoi tu passes chaque 15 minutes pour voir si ton nouveau post il va faire des likes? T'es ce gars-là, en fait. T'es ce survivant-là. Voilà. C'est ça qu'elle fait. Mais l'art a toujours fait ça. Hein, si jamais, c'est pas… Enfin, toujours non, mais disons, les pratiques artistiques ont cette capacité, ou les pratiques symboliques, les récits, les contes, les légendes, les récits oralisés, la musique, ont cette capacité de venir toucher notre propre identité. Hein. Ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas une découverte des années 80. Voilà, j'ai répondu, je pense, un peu à votre question. Merci, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Marc Attalin. Je crois qu'on va conclure. Ouais, vous êtes vraiment quelqu'un de passionné. C'est passionnant de vous écouter. On pourrait continuer. Merci. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, à l'époque, ma science-fiction à moi, c'était des monstres et des héros. Et puis aujourd'hui, c'est les survivants, quoi.
Ouais, je pense même qu'à l'époque, c'était déjà des survivants, mais déjà des on a vu comme des survivants. monstres et des héros. Ouais. Donc, en fin de compte, on n'est ni des monstres, ni des héros, mais des survivants. OK. Ah, c'est bien d'ailleurs, hein, parce qu'on a des survivants. Ça veut dire qu'on peut encore vivre. Ouais. Alors que les monstres et les héros, ben, ils sont morts, c'est ça? C'est fini. Bah, c'est marrant que vous disiez Ça ça, y parce est, que je comme on a relance. une expo sur le monstre actuellement, toute Ouais. la réflexion de l'expo, c'est de rappeler que le monstre est justement dans la fiction contemporaine une métaphore de nos propres monstruosités. Et c'est pour ça qu'ils nous font peur. Ils nous font peur parce qu'on projette, parce que dans la fiction, ils incarnent de manière exagérée nos propres monstruosités. C'est-à-dire notre capacité, par exemple, pourquoi est-ce que tous les monstres sont laids? Parce que nous, on a quand même une tendance très forte à éloigner de nous les gens qui sont laids. Et quand je parle de laideur, je ne parle pas nécessairement d'une laideur plastique, mais je parle d'une laideur qui peut être morale, qui peut être une difformité physique. Vous voyez, ce n'est pas comme si les personnes en situation de handicap sont les plus acceptées dans nos sociétés, par exemple. Hein. Donc, en fait, on ne cherche pas à les stigmatiser, mais de fait, la plupart d'entre nous n'avons pas de proches, d'amis. On n'est pas entouré par des gens en situation de handicap. Voilà. Mais statistiquement, c'est le cas. On ne va pas faire du bénévolat dans des endroits pour des gens qui ont besoin peut-être d'un peu de se sentir intégrés. Alors, de sentir que c'est des êtres humains comme les autres, finalement. C'est juste que, bon, en plus, ils n'y peuvent rien souvent. Et donc, soudainement, on vous met des monstres extrêmement violents qui nous font peur, mais en fait, c'est de nous qu'on a peur. Donc, c'est pour ça que quand je dis on est des survivants, c'est dans ce sens-là. On est tout le temps ce qui nous fait peur dans la fiction, en fait. On est ces créatures-là. Et donc, la science-fiction, c'est vrai qu'on la voit comme un mobilier, robots, des monstres, des machins comme ça. Mais du moment où je comprends que c'est que des figures, non pas de l'altérité, mais de l'identité, et moi, ou plutôt à travers cette figure de l'altérité, c'est mon identité qui est questionnée. Bah, si j'ai compris ça, j'ai compris la science-fiction, et d'une certaine manière, j'ai compris la littérature. Pas besoin d'avoir des mots compliqués. Hein. Si j'ai compris ça, j'ai compris quelque chose de fondamental. Et voilà pour le monstre, c'est ça. Donc évidemment, je ne peux que vous inciter à venir voir l'excellente exposition, d'où le titre de l'expo, un jeu est un monstre. Le monstre, c'est d'abord moi, en fait. Ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci mille fois. Moi qui vous remercie et pour votre présence et aussi pour vos questions qui étaient... C'est hardcore comme question, hein, parce que franchement, ce n'est pas de la petite question. Mais merci beaucoup. Ben, au plaisir Merci à toutes et à tous de nous retrouver prochainement pour une nouvelle conférence. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Merci. Ciao. Au revoir, merci. T'as arrêté l'enregistrement?